Bonjour à tous et bienvenue. Près de 34 ans après les faits, s'est ouvert ce lundi 11 octobre le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara, ex-président et père de la révolution burkinabé, devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Et c'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose de rejoindre notre correspondant à Ouagadougou, Ousmane Paré, journaliste et rédacteur en chef à Burkina Info, qui revient pour nous sur les enjeux et le déroulé de ce procès. Le principal enjeu de ce procès, c'est de faire la lumière, toute la lumière autour de l'assassinat du président Thomas Sankara. C'est vrai qu'à cette étape, au regard donc de l'instruction de ce dossier, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de vérités, peut-être, puis les livres aussi qui ont été écrits. Les gens se disent plus ou moins qu'ils savent ce qui s'est passé. Mais l'autre objectif aussi, c'est de pouvoir aussi sanctionner les fautifs, donc les responsables de cet acte barbare. Voilà un peu ce que les gens attendent de ce procès. Un procès historique parce qu'il se tient 34 ans après les événements et la procédure judiciaire a été enclenchée en 1997 à seulement 2 semaines donc de la date qui était à partir de laquelle le procès n'allait plus pouvoir se tenir, le dossier n'allait plus pouvoir s'ouvrir. Donc il y a beaucoup de choses qui sont attendues de ce procès qui se tient, il faut le préciser, à l'absence de Blaise Compaoré, le principal accusé. Également de Hyacinthe Kafando, qui est considéré comme le chef du commando qui a mené l'opération donc au niveau du Conseil de l'Entente ce jour, 15 octobre 1987. Le premier jour, donc à l'ouverture de ce procès, il faut dire que l'audience a commencé à 9h10, c'était prévu pour 9h avec l'arrivée donc du président du tribunal. Et au début, il était question tout simplement de voir la procédure, mettre en place le jury. C'est un tribunal militaire, donc il fallait désigner les juges qui allaient siéger. En plus donc des juges civils, il fallait qu'il y ait des juges militaires, des juges assesseurs. Et là, il faut qu'il y ait des militaires qui ont un grade supérieur ou égal à celui du militaire, donc le plus haut gradé. Le plus haut gradé, c'est le général de brigade Gilbert Diendéré, et il fallait trouver donc des généraux. Malheureusement, les 2 premiers qui avaient été désignés par le tribunal se sont récusés, et ce qui a entraîné une suspension du procès après. Le jury a pu donc se composer et il y aura une deuxième suspension pour discuter avec s'entendre donc les différentes parties sur le chronogramme, le programme donc du procès. Donc à la reprise encore, il y a une troisième suspension. Cette fois-ci, c'était juste pour permettre à la défense, aux avocats de la défense, donc, de s'imprégner du contenu du dossier. Il leur a été donné 2 semaines, donc le procès a été suspendu et doit reprendre le 25 octobre. Et également, 10 jours donc, ont été donnés à Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando afin qu'ils puissent se présenter au tribunal. S'ils ne le font pas, au bout de ces 10 jours, ils seront jugés en leur absence donc, par contumace. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution, le CNR, à Ouagadougou. À peine ouvert lundi, le procès de l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara, alors président du Burkina Faso, a été renvoyé au 25 octobre pour permettre aux avocats de la défense de consulter davantage le dossier. Le procès a débuté en présence de 12 des 14 accusés, mais sans Blaise Compaoré, qui avait pris le pouvoir le 15 octobre 1987 après l'assassinat de Sankara dans un coup d'État. Alors pourquoi ce procès cristallise les tensions? Est-il un procès historique ou politique? On en parle avec le journaliste Félix Boni. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et le politologue Dr William Magblonon. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Docteur Blonon, pouvez-vous nous rappeler rapidement, finalement, dans quel contexte politique et géopolitique Thomas Sankara accède au pouvoir en août 1983? Merci. Août 1983, donc comme vous le dites, le monde vivait un moment plutôt historique parce qu'on n'avait jamais dans l'histoire de l'humanité connu des affrontements idéologiques. Il y a eu des rivalités qui ont traversé et constitué d'ailleurs le cours de l'histoire de l'humanité, mais on n'était pas habitué à des affrontements idéologiques. Donc, depuis la fin de la guerre froide,
le monde vivait un antagonisme entre deux blocs rivaux farouchement opposés. Donc, d'un côté, le monde capitaliste et de l'autre côté, le monde de l'autre côté du rideau de fer, ce qu'on va appeler le bloc oriental ou enfin le bloc soviétique. Alors, ce qui caractérisait véritablement cette époque était donc l'affrontement entre le socialisme, le communisme donc d'une part et l'idéologie capitaliste de l'autre part. Évidemment, dans des pays, ou du moins en Afrique, dès les débuts, dès les années 1950, les Africains s'étaient engagés à ne pas s'aligner dans ce schéma qui... je dirais, dans ce clivage, parce que les États africains et un certain nombre d'États loin du continent, mais les États sous-développés s'étaient engagés à travers le mouvement des non-alliés à ne pas s'arrimer ou du moins se prendre part à ce clivage idéologique. Mais malheureusement, on va se rendre très vite compte que le continent était divisé entre véritablement, d'une part, l'aile capitaliste, affirmé, pro-occidental, et puis de l'autre part, il y a eu un certain nombre d'États qui ont décidé ou qui ont fait le choix du bloc occidental, du bloc soviétique, et qui vont multiplier et développer les idéologies communistes. Notamment Thomas Sankara. Absolument. Alors, au-delà de sa mort tragique, comment expliquez-vous le statut, on va dire, quasi d'icône de Thomas Sankara, encore aujourd'hui, et bien sûr au-delà des frontières du pays des hommes intègres? Moi, j'enlève carrément le quasi pour dire le statut d'icône, parce que Thomas Sankara, 34 ans après, reste une icône pour une certaine jeunesse africaine. Même aujourd'hui, je ne parlerai même pas d'une jeunesse africaine, pour bien d'Africains qui estiment que cette révolution quand même a changé les choses. Au Burkina Faso, aurait pu changer beaucoup de choses en Afrique. Thomas Sankara le Tché, Thomas Sankara l'Africain, Thomas Sankara le panafricain. Je crois que c'est quelqu'un qui a laissé une image d'une révolution qui quand même a marqué toute l'Afrique. Changer le nom d'un pays, la Haute-Volta qui devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et engager une révolution comme celle dans laquelle Thomas Sankara s'est engagé, jeune capitaine de l'armée, avec une certaine éloquence, une certaine capacité à développer l'idéologie qu'il avait défendue à cette époque, à développer des paradigmes de pensée à travers lesquels il a réussi quand même à convaincre son peuple et les peuples africains. Je crois que cela a fait de lui aujourd'hui peut-être l'une des plus grandes icônes du continent, peut-être aux côtés d'un certain Nelson Mandela. On retient quand même de Thomas Sankara quelqu'un qui a marqué son époque. Et il a changé le Burkina en termes d'idéologie, et il a redonné une certaine valeur au peuple burkinabé. Quand on parle aujourd'hui du Burkina, pays des hommes intègres, le Burkinabé, effectivement, a eu cette intégrité à partir de Thomas Sankara. Alors, quelque part, on a envie de vous demander, est-ce que ce mythe autour de lui aussi n'occulte pas peut-être des parties plus sombres, ou en tout cas moins glorieuses à la fois de son parcours et du personnage? Alors, comme tout homme politique, évidemment, Thomas Sankara n'est pas un ange, mais je n'aimerais pas prêter flanc à cette culture qui consiste à toujours remettre en cause les personnalités africaines. Et lorsqu'il s'agit de célébrer les Napoléons et bien d'autres qui ont été beaucoup plus sanguinaires, dont la face obscure n'est plus aujourd'hui cachée, personne n'en parle. Donc moi, je ne parlerai pas de Thomas Sankara sous ces aspects, parce que je comprends qu'en tant qu'homme d'État, en tant que quelqu'un qui a dirigé, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, on prenne un certain nombre de décisions difficiles. Évidemment, quand on mène une révolution, on n'est pas forcément un saint, parce qu'une révolution, c'est un changement radical. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par voie démocratique, par un coup d'État, et quand on veut changer tout de façon radicale de cette façon, il y a évidemment des postes de résistance auxquels il a dû faire face. Vous avez vu que Thomas Sankara, c'est l'homme qui n'a jamais eu la langue dans la poche. Ses discours à l'ONU, ses discours à Addis Abeba, ses discours face à François Mitterrand, et même ses discours face à feu Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien. C'est un monsieur qui a beaucoup jeûné. Donc il est clair qu'il faut retenir des défunts, ceux qui sont partis, ce qui est positif, qui nous permet d'avancer.
et de Thomas Sankara, il y a matière à contextualiser, je veux dire, idéaliser certaines choses qui permettent quand même au Burkina Faso, qui ont permis quand même au Burkina Faso de pouvoir faire un saut en avant. Alors, quelles sont les parties prenantes à ce procès, à savoir les accusés, les plaignants? On se doute qu'il y a la famille Sankara, notamment sa veuve, et puis certainement les proches des autres victimes de ce jour fatidique. Oui, absolument, parce que ce 15 octobre, il n'y avait pas que Thomas Sankara qui a été tué, mais il y avait 12 autres compagnons de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, toutes ces familles où leurs représentants sont là pour essayer de comprendre les circonstances dans lesquelles cette personnalité, cette jeunesse, parce qu'après tout, il ne faut pas oublier cette dimension, c'est vraiment la crème de ou une partie de la jeunesse burkinabé qui a été massacrée dans le cadre de cette intervention militaire du 15 octobre 1987. Donc, il y a ces familles qui sont là et qui veulent comprendre. Et il y a aussi des mouvements panafricains qui veulent comprendre ce qui s'est passé parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'icône dépasse le cadre national du Burkina Faso. Donc, il y a cet aspect, il y a ces gens qui veulent comprendre. Et puis, il y a la masse des anonymes africains qui veulent véritablement savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Non pas parce que on ignore tout de ce qui s'est passé, mais parce qu'on a besoin de reconstruire le puzzle d'une partie de l'histoire. Parce que, au fond, ce n'est pas un procès, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une partie de l'histoire de l'Afrique qui doit s'écrire au prétoire. Et sur le banc des accusés, alors le plus célèbre d'entre eux, c'est bien sûr Blaise Compaoré qui n'est pas présent. Il y a Gilbert Diendéré qui est déjà condamné pour le putsch à 20 ans qui est là, certains en exil. Ils sont 14, ces accusés. Oui, au banc des accusés, il y a 14 personnes bien identifiées. C'était en exil, mais Blaise Compaoré est la figure de proue de tous ces accusés, parce que si on se pose la question aujourd'hui, à qui profite le crime, celui à qui cela aura profité, c'est bien Blaise Compaoré. Cependant, je pense que ce n'est pas un procès contre l'individu de Blaise Compaoré, quand bien même il a été celui à qui le crime a profité, mais c'est un procès comme tout un système, parce que la mort de Sankara ne se limite pas à la personne de Blaise Compaoré, qui n'aura été que le pion utilisé pour atteindre un but. Sankara aura été un personnage, une personnalité très gênante pour une certaine communauté occidentale, je dis bien occidentale, c'est-à-dire les Occidentaux qui voyaient en lui celui-là qui gênait tout le système, qui dérangeait tout le système des Occidentaux, en particulier la France, Afrique qui était très mise en cause par ce jeune homme arrivé au pouvoir, qui n'avait plus d'égard pour les dirigeants français devant qui les autres présidents s'inclinaient, et qui gênait également aussi Houphouët-Boigny, qui était quand même l'un des piliers, des pions essentiels de la France-Afrique dans la région. Et ce Thomas Sankara, sa mort aura été tout un ensemble d'éléments, aura réuni tout un ensemble d'éléments, aura été le fruit d'un système qui voulait se pérenniser et qui a fini par utiliser la main de Blaise Compaoré pour arriver à ce but-là. Je crois que c'est tout ce système-là qui va être jugé, et c'est en cela que le procès qui a lieu doit être suivi de près, parce que au moment où Emmanuel Macron et l'Afrique se parlent directement, qu'on a des propos un peu gênants sur l'Afrique, un certain prisme sur le continent, ce procès va être un peu retentissant par rapport à nos rapports avec la France. Mais justement, ce procès pourra-t-il vraiment faire en fait finalement éclater la vérité, toute la vérité, 34 ans après les faits? Absolument que non. Je pense que ce procès est normal, il est légitime parce que il y a deux dimensions de la personnalité. Il y a l'homme politique, donc la figure politique, Thomas Sankara, mais il y a aussi le père de famille, donc il y a une dimension privée. Et pour sa famille, il est important que ce procès ait lieu, parce que la famille a besoin de faire le deuil et puis de comprendre aussi un certain nombre de choses. Mais sur le plan politique, l'autre aspect, ce procès n'apportera absolument rien, dans la mesure où, en réalité, on va juger, ou du moins on va faire semblant de juger des exécutants, mais personne ne se préoccupe réellement de toute la machine qui est derrière
et dont ces jeunes hommes, ces jeunes officiers qui à l'époque avaient une trentaine d'années n'étaient que des pignons, c'était des manipulés, c'est des victimes entre guillemets du système aussi. Donc à un moment, il est vrai qu'il est important de commencer une écriture de l'histoire, de savoir réellement ce qui s'est passé, même si eux-mêmes, il serait très difficile, c'est trop leur demander d'ailleurs de savoir, de pouvoir eux-mêmes rendre compte de tout ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que c'est des décisions qui n'étaient pas prises à leur niveau. Ils n'ont pas été associés à un certain nombre de décisions, ils ont été exploités, manipulés. Le crime a semblé leur profiter, parce que là encore, il faut émettre des réserves, mais je pense que on n'aura pas vraiment avancé. Peut-être la famille aura, à la fin de ce procès, aura une certaine consolation, mais ça n'aura pas fait avancer l'histoire de l'Afrique, malheureusement. Les avocats des parties civiles, estimant qu'il s'agit d'un procès pour l'histoire, ont demandé qu'il soit enregistré au nom de la mémoire, bien que la loi au Burkina interdise la captation des audiences. Pourquoi ce procès est-il historique selon vous, Félix Boni? Mais justement, pour parler de l'historicité de ce procès, je dirais plutôt le contraire par rapport à ce que le docteur a dit tantôt. Je pense que ce procès, la vérité pourra éventuellement, beaucoup de vérités pourront se savoir, parce qu'il y a quand même des témoins des faits beaucoup de témoins des faits qui sont encore vivants. Et il y a même un témoin oculaire qui est bel et bien vivant, dont la déposition a été prise en compte par le tribunal militaire. Je veux parler du seul rescapé de son aide de camp de ce drame, Aruna Traoré. Aruna Traoré, qui est vivant encore et qui saura traduire certaines choses. Et il y a encore des témoins. Et même dans le camp de Blaise Compaoré, il n'est pas exclu qu'il y ait des bouches, des langues qui se délient, et que cela permet de pouvoir se rapprocher quand même de la vérité des faits. Ce procès est historique parce que 34 ans après, revenir sur des faits qui quand même tiennent à cœur au Burkinabé. N'oublions pas que ce procès, l'affaire Sankara, c'était un bon fonds de commerce au Burkina Faso, même politiquement. C'est un bon fonds de commerce. Et il y a des sankaristes qui existent, qui continuent encore de célébrer Sankara, et que 34 ans après, on revient dessus pour rechercher la vérité. Je pense que toute l'Afrique regarde bien comment Sankara est mort. Quel est le système qui a éliminé Sankara? Est-ce que ce système continue de se pérenniser? Et ça, pour la mémoire de l'histoire, c'est très important. N'oublions pas que même plusieurs décennies après, des personnes comme Auguste Pinochet en ont payé pour les crimes qu'ils ont commis. Et quand je dis que c'est historique, cela doit démontrer à d'autres chefs d'État, à d'autres dirigeants africains, qu'on ne peut pas rester indéfiniment impuni. Quand vous êtes au pouvoir, il faut poser des actes en se disant que cela peut nous rattraper demain. Et c'est en cela que ce procès Sankara est très important, pour que ça serve de leçon à ceux qui dirigent encore, qui sont à la tête de nos États. Mais peut-on juger l'histoire sans prendre le risque d'avoir une lecture anachronique des faits passés? C'est la grande question dont on voit dans plusieurs procès. Vous nous le dites vous-même, il y avait un système, c'est peut-être des pions. Est-ce qu'on peut tenir compte de toute cette réalité de l'époque? Je pense qu'il suffit de regarder déjà les accusés pour se rendre compte qu'on n'aura qu'une demi-vérité, parce qu'on n'aura pas toute l'histoire, c'est évident. Parce que si on pense que c'est un complot burkinabé, ou dit uniquement par des burkinabés, parce que parmi les accusés, on n'a que des officiers burkinabés, donc ce qui montre que déjà on se trompe, ou du moins, évidemment, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, mais il ne faut pas non plus se leurrer, il ne faut pas surestimer ce qu'on va attendre de ce procès, parce que c'est l'histoire, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas que l'histoire d'un individu, parce qu'on part déjà tous sur des faits, on a toujours tous une vérité en tête. Le crime a profité à certains qui ont dirigé le Burkina après, donc c'est eux qui l'ont commis. Donc ça, c'est juste cette vérité qu'on va entériner au procès. Mais ça ne nous avance pas, ça on le sait déjà. On sait que le crime leur a profité puisqu'ils ont pris le pouvoir après. Mais quand on a fini de dire ça, quelles sont les circonstances? Qui sont les vrais acteurs, directs ou indirects? Qui sont de près ou de loin? Qui sont ceux qui ont commandité ce système? Et pourquoi
et quels étaient les enjeux à cette époque-là? Qu'est-ce que Thomas Sankara représentait en termes d'imaginaire politique? Et dans un contexte de rivalité idéologique, quelles étaient les craintes de ces acteurs? Pourquoi ils gênent? Parce que ce soit un troublion qui dise un certain nombre de choses qu'on n'aimerait pas entendre, ou du moins auxquelles on n'est pas habitué, soit. Mais en quoi véritablement ça gêne? Pourquoi est-ce qu'on a peur que le modèle ne se reproduise, que ça ne se pérennise? Pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'il faut punir pour éviter que... Donc je pense qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Mais à contrario, les avocats de l'ex-président Blaise Compaoré, qui est le principal accusé finalement, dénoncent un procès politique devant une juridiction d'exception. Qu'en pensez-vous? Vous disiez tout à l'heure que c'est un fonds de commerce qui finalement... fonctionne bien, le Thomas Sankara. Est-ce que c'est un procès politique, là aussi, vous pensez? Évidemment, il ne faut pas dénier le volet politique à ce procès. Blaise Compaoré qui tombe du pouvoir à fin octobre. Curieusement, le mois d'octobre, c'est le mois des chutes bizarres au Burkina Faso. Thomas Sankara le 15 octobre, Blaise Compaoré le 31 octobre, c'est lui également qui tombe. Et Blaise Compaoré, dont on veut plus ou moins effacer totalement sa trace, et même son parti politique. Donc, du coup, ce procès a quand même un volet politique. Et même, vous avez vu que dans la composition du jury, il y a eu des personnes qui ont démissionné systématiquement, qui n'ont pas voulu s'y engager. Ça a été vraiment difficile de mettre en place tout le cadre national nécessaire pour pouvoir entamer ce procès. Ça veut dire que la dimension politique de ce procès n'est pas à exclure parce que, comme on le dit, je le répète, c'est un bon fonds de commerce. Les sankaristes l'utilisent pour éventuellement se repositionner. Le pouvoir burkinabé actuel a tout intérêt à j'allais dire, mobiliser, à ratisser l'âge dans le camp des sankaristes, agite très bien ce foulard pour consolider son assise et affaiblir davantage l'opposition. N'oublions pas que le chef de file de l'opposition actuelle, c'est les pro-Compaoré, Edi Kombago, qui dirige le parti de Blaise Compaoré. Cela va contribuer à affaiblir davantage l'opposition. Donc Compaoré est le président d'honneur? Évidemment, dans le parti dont Blaise Compaoré, depuis l'extérieur, son exil ivoirien est le président d'honneur. Donc tout cela contribue à davantage fragiliser le parti de Compaoré, à déconstruire les 29 ans de pouvoir de Compaoré qui lui ont permis quand même de... 27 ans. Donc vous voyez déjà le 2025, l'horizon 2025 dans cette problématique. Mais pour poursuivre, justement, je vais vous relancer dessus. Burkina Faso a entamé un processus de réconciliation nationale comme beaucoup d'autres pays, le nôtre notamment. Quel pourra être finalement l'impact de ce procès dans ce processus? Est-ce que ça va participer à apaiser les cœurs ou à faire revivre les rancœurs du passé? Vous le disiez politiquement. Je pense qu'avec le temps, il y a eu un consensus qui s'est créé quand même autour de la personnalité de Thomas Sankara, reconnu comme un héros national, une figure de proue de la vie politique burkinabé. Donc je pense qu'un procès pour clarifier les circonstances de sa mort ne va pas envenimer la situation. Je ne pense pas. Par contre, ce que ça peut créer si on s'y prend mal, c'est de fragiliser l'armée du Burkina dont on a commencé depuis la chute de Blaise Compaoré à décapiter, enfin, ou du moins à enlever les grosses têtes. Les RSP. Et voilà, ce qui a provoqué énormément en termes d'insécurité. Aujourd'hui, on a vu le terrorisme au Burkina Faso. On a vu un certain nombre d'événements qui n'étaient pas envisageables. Alors, est-ce que aujourd'hui, on prend le risque de continuer à fragiliser en pointant du doigt nécessairement tous les officiers en disant, bon voilà, ils ont participé au crime, ils ont dirigé. Je pense que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut orienter le procès. Il faut juste ne pas en faire un procès de l'armée burkinabé et chercher à reconstruire toute l'armée au-delà des sensibilités politiques autour des enjeux de lutte contre le terrorisme. Alors je vais revenir sur un point que vous avez soulevé dans l'émission. Effectivement, cette légende urbaine qu'on entend tous depuis des décennies, selon laquelle ce procès doit aussi faire la lumière sur le rôle de la France, de Mitterrand, des États-Unis, bon, je suppose Reagan à cette époque, des pays de l'Ouest africain, donc la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, le Togo de Gnassingbé et Adema, alors ulcérés tous par les prises de position anti-impérialistes de ce jeune révolutionnaire.
Là aussi, est-ce réaliste d'avoir des réponses à ces questions? C'est une partie du procès qui ne sera pas traitée? Je pense que c'est le volet du procès qui va intéresser davantage l'extérieur, c'est-à-dire le regard extérieur au Burkina Faso. Parce que tout compte fait, si le procès reste un problème burkinabé, ça restera en interne. Mais ce volet extérieur des relations entre la France et nos dirigeants africains, ce volet sera très important parce que c'est cela qui a fait de Sankara un héros panafricain, une icône panafricaine. C'est-à-dire que si c'était le Sankara qui avait tout changé au Burkina Faso, simplement, ça n'intéresserait pas éventuellement l'extérieur. Mais aujourd'hui, cette relation entre la France et l'Afrique est plus ou moins d'actualité avec la question du CFA qui se pose, la dernière rencontre, le dernier sommet France-Afrique entre Emmanuel Macron et les jeunes Africains, les discours qui ont été tenus par Macron avec les relations de Macron avec l'Algérie. Aujourd'hui, si le procès de Sankara révèle un certain passé obscur qui se pérennise avec le nouveau dirigeant français, je crois que cet aspect devrait intéresser beaucoup la jeunesse africaine actuelle, les dirigeants même actuels de l'Afrique, ceux qui prétendent encore diriger l'Afrique. Ce procès sera suivi de près pour, j'allais dire, rebâtir et reconstruire de nouveaux axes de relations entre le Nord et le Sud, parce que je pense que la mort de Sankara, c'est également cette marche du dominé au dominant entre l'Occident et l'Afrique qui aboutit à l'élimination de ce jeune révolutionnaire. Oui, je pense aussi qu'il y a une dimension heuristique, une dimension en termes de recherche qui n'a pas été suffisamment explorée, parce qu'on aurait souhaité que les historiens, que les spécialistes des relations internationales, parce que, à un moment donné, la France a pris le risque de dire qu'elle déclassifie un certain nombre de dossiers classés top secret. Donc, je pense qu'il y a un travail de recherche, un travail de fouille, un travail de reconstruction de l'histoire à faire. Et au lieu de se focaliser sur des responsabilités, c'est vrai qu'il faut connaître les responsables, il faut couper les têtes, mais il y a aussi l'histoire à écrire pour qu'on puisse comprendre ce qu'a été l'Afrique de ces années 1980, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est les décennies perdues de l'Afrique. C'est l'Afrique post-coloniale qui découvre les relations internationales, qui découvre l'appétit des grandes puissances, qui découvre l'indépendance finalement. Merci monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur RTI 1.